Un silence s'installe et l'ancien ordre retient son souffle. Ce n'est pas un fracas, mais une nervosité lisible. Les commentaires se raidissent avant que les faits ne puissent mûrir, comme si l'on voulait verrouiller la conclusion avant même d'avoir entendu le récit. Alors, qu'est-ce que cette pause exige de ceux qui ont déjà vu l'histoire se refermer trop tôt et qu'annonce-t-elle autour d'Ibrahim Traoré? Au-delà du symbole immédiat, peut-être une minute rare où la patience devient protection, où la retenue n'est pas faiblesse, et où la suite dépend moins du bruit que de l'endurance. Il s'agit d'observer comment une figure encore en formation devient un test collectif, non par ses décisions finales, mais par les réactions qu'elle provoque avant même d'avoir gouverné pleinement. Dans ce type de séquence, les mots comptent moins que les rythmes, et les rythmes disent souvent plus que les déclarations officielles. L'attention portée à Ibrahim Traoré, mesurée mais persistante, agit comme un miroir. Elle renvoie les peurs, les attentes et les limites d'un système habitué à décider vite de qui peut durer. Rien ici ne promet une issue heureuse, mais tout indique que rater la lecture de ces premières minutes conduit presque toujours à mal comprendre les conséquences qui suivront. En moins de quelques jours, les réactions se sont figées plus vite que l'événement lui-même, comme si une conclusion devait précéder toute observation prolongée. Ce décalage, entre un fait encore en formation et des jugements déjà durcis, constitue le premier indice d'un schéma familier où la vitesse du récit importe davantage que sa vérification. Le contexte est pourtant sobre. Dans un pays souvent résumé par des crises successives, l'apparition d'un jeune officier à la tête de l'État n'a pas été accompagnée de promesses tonitruantes ni de slogans destinés aux caméras. Ibrahim Traoré s'est inscrit dans une posture de retenue, parlant de souveraineté comme d'une charge à assumer, non comme d'un spectacle à vendre. Cette sobriété, loin de calmer l'attention, l'a intensifiée. Historiquement, ce type de moment agit comme un révélateur lorsque les signaux sont faibles, les observateurs comblent le vide par des projections. Certains y voient un cycle déjà connu, d'autres une anomalie à corriger rapidement. Dans les deux cas, le réflexe n'est pas d'attendre, mais d'anticiper la fin. C'est précisément ce que cette séquence met en lumière, non pas la trajectoire réelle du pouvoir, encore indéterminée, mais l'impatience des structures habituées à classer les issues possibles. Ce qui frappe, c'est la dissymétrie entre l'économie des gestes sur le terrain et l'abondance des commentaires à distance. Les mises en garde ont précédé les actes, les scénarios ont circulé avant que des politiques cohérentes ne puissent être évaluées. Ce renversement suggère que l'enjeu dépasse la personne. Ibrahim Traoré devient à ce stade un point de convergence où se cristallisent des mémoires anciennes, promesses rompues, leaders écourtés, récits réécrits après coup. Et c'est ce dérangement, perceptible avant toute mesure concrète, qui éclaire la suite du raisonnement. Pour comprendre les premiers effets de ce moment, il faut quitter l'abstraction et regarder comment il est perçu à hauteur humaine, non pas à travers des déclarations officielles, mais dans des espaces plus discrets où l'attention se forme avant l'opinion. Leur point commun n'est pas l'enthousiasme, mais la prudence. Des voix habituées déjà à commenter les changements de pouvoir notent surtout ce qui manque: l'absence d'empressement, l'économie de mots, le refus de rassurer immédiatement. Cette retenue est interprétée non comme une stratégie brillante, mais comme un pari risqué. Dans des contextes marqués par l'instabilité, ne pas parler assez vite peut être perçu comme une faiblesse. Pourtant, certains y reconnaissent un rythme ancien déjà observé chez des dirigeants dont la chute est venue précisément après une surexposition prématurée. Des observateurs extérieurs, peu familiers du terrain, cherchent rapidement des repères connus. Faute de signaux clairs, ils comparent, assimilent, projettent. Là encore, la figure d'Ibrahim Traoré agit moins comme un acteur que comme un écran. Ce qui est commenté, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il pourrait représenter s'il suivait une trajectoire déjà écrite. Ses impacts précoces restent limités, mais révélateurs. Ils montrent que la phase initiale d'un tel moment n'est pas dominée par des décisions concrètes, mais par des ajustements d'attente. Le pouvoir n'a pas encore parlé fort, mais il a déjà modifié la manière dont on écoute. Et c'est là l'essentiel. Avant toute politique mesurable, le premier effet est un déplacement du tempo collectif.
Les gestes ont été comptés, les mots rares, et ce décalage a suffi à transformer une succession d'événements ordinaires en une séquence scrutée avec une intensité inhabituelle. En refusant l'emphase, en évitant les promesses immédiates, Ibrahim Traoré a installé une dynamique d'observation plutôt que de persuasion. Cette retenue a surpris des acteurs habitués à mesurer la stabilité à la vitesse des assurances données. Là où l'on attendait un discours d'apaisement, il y eut une économie de signes. Là où l'on cherchait des garanties rapides, il y eut du temps laissé en suspens. Les analyses se sont multipliées, souvent plus rapidement que les faits eux-mêmes. Certains commentaires ont interprété le silence comme un aveu d'impréparation, d'autres comme une stratégie de consolidation. Dans les deux cas, l'absence de repères clairs a nourri une montée progressive de nervosité. Ce n'était pas encore une crise, mais une accumulation de projections, chacune tentant d'imposer une lecture définitive à une situation encore fluide. Sur le plan interne, l'attention s'est déplacée des annonces vers les attitudes. Qui rencontre qui, quels déplacements sont évités, quels sujets restent volontairement hors champ. Sur le plan externe, les réactions ont pris un ton plus codifié, fait de prudence verbale et de rappel à la stabilité. Ce langage familier a réactivé des mémoires anciennes chez ceux qui ont vu, par le passé, comment ces formules précèdent parfois des pressions plus concrètes. Ce qui distingue cette séquence, ce n'est pas l'intensité des événements, mais leur étirement. Chaque étape semble appeler une conclusion qui tarde à venir. Cette lenteur relative agit comme un test. Elle met à l'épreuve la patience des observateurs, mais aussi la capacité du pouvoir à tenir sans se justifier en permanence. Ibrahim Traoré se trouve ainsi au centre d'un enchaînement où l'enjeu n'est pas encore la réussite ou l'échec, mais la résistance à l'accélération imposée. Le déclenchement a eu lieu, la tension est palpable et les répliques commencent seulement à se faire sentir. L'essentiel n'est pas ce qui a été décidé, mais ce qui a été différé, car dans ces moments, le temps lui-même devient un acteur, révélant qui cherche à conclure vite et qui accepte de laisser les conséquences se déployer. Les premiers jours suivant l'événement n'ont livré ni réforme mesurable, ni éléments de suivi économique nouveaux, ni changement administratif quantifiable. Dans des contextes comparables, ce silence initial est souvent interprété comme un vide à combler rapidement par des annonces chiffrées censées rassurer partenaires et observateurs. Là où l'on attend habituellement une inflation de chiffres, de promesses ou de calendriers, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré se caractérise par une retenue mesurable dans le tempo. Ce choix réduit mécaniquement la surface d'attaque immédiate, mais il augmente aussi l'incertitude perçue par ceux qui évaluent la stabilité à l'aune de tableaux comparatifs. Dans des situations antérieures, les premiers signaux internationaux prennent souvent la forme d'engagements chiffrés, d'aides conditionnelles ou de mise en garde assorties de seuils précis. Ici, le langage est resté largement qualitatif, appel à la vigilance, rappel de principes, formule prudente. Ce glissement du quantifiable vers le descriptif constitue un différence observée significatif. Il suggère que les acteurs concernés observent sans encore disposer de leviers clairs à activer ou sans vouloir révéler trop tôt leurs paramètres d'évaluation. Habituellement, les populations soumises à des transitions rapides voient s'accumuler des annonces dans les premières semaines, créant une courbe d'anticipation élevée suivie d'un décrochage. Dans cette séquence, la courbe reste basse mais stable. Les attentes ne montent pas brutalement, ce qui limite pour l'instant le risque de désillusion immédiate. Ce n'est pas un succès chiffrable, mais un différentiel de dynamique par rapport à des précédents bien documentés. La situation initiale correspond à une phase sans résultat visible, ce qui pourrait être interprété comme une faiblesse. Le différence observé, en revanche, montre que cette absence est en elle-même une donnée. Elle ralentit la formation de récits définitifs. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas encore de produire des chiffres favorables, mais d'éviter que des chiffres prématurés ne deviennent des pièges narratifs. Chaque élément de suivi repoussé reporte aussi la possibilité d'un jugement tranché. Ce cadre n'idéalise pas la situation. À mesure que le temps passe, l'absence prolongée de données concrètes deviendra elle-même un facteur de pression. Les observateurs demanderont des preuves tangibles, les partenaires chercheront des repères mesurables et les comparaisons s'imposeront. Mais à ce stade précis, le différence observée essentielle tient dans
le contrôle du calendrier. En retardant l'entrée dans la logique des tableaux et des pourcentages, la séquence actuelle modifie temporairement les règles de l'évaluation. Et dans des contextes où la précipitation a souvent précédé l'échec, ce simple déplacement constitue déjà un fait analytique majeur. Dans des environnements fragiles, l'absence d'annonce rapide peut nourrir l'incertitude interne, ralentir la coordination administrative et laisser prospérer des interprétations concurrentes. Les transitions antérieures montrent que le temps, s'il n'est pas balisé, peut devenir un facteur de désordre plutôt que de stabilité. À ce titre, attendre trop longtemps pour fixer des priorités publiques exposerait la séquence à une érosion de confiance. Les partenaires internationaux, habitués à des signaux codifiés, évaluent souvent la crédibilité par la clarté des engagements. En différant des repères explicites, le pouvoir en place pourrait être perçu comme imprévisible, ce qui renchérit les coûts diplomatiques et accroît la tentation d'intervenir par des pressions indirectes. Autrement dit, la prudence interne risquerait de se payer par une nervosité externe accrue. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles reposent sur des précédents documentés. Toutefois, la réponse tient dans la distinction entre délai et absence. Le rythme observé n'équivaut pas à une vacance, mais à une séquence d'observation active. Les signaux faibles, choix des interlocuteurs, priorité évoquée sans calendrier rigide, cohérence du ton indiquent une structuration progressive plutôt qu'un flottement. Là où des annonces hâtives figent des promesses difficiles à tenir, une montée en charge graduelle réduit le risque de contradiction précoce. En outre, l'argument externe suppose que la lisibilité passe exclusivement par des engagements chiffrés immédiats. Or, l'expérience montre que ces engagements deviennent rapidement des leviers de pression lorsque les conditions évoluent. Retarder leur formalisation peut préserver une marge de manœuvre initiale au prix d'une tension temporaire mais contrôlable. La clé réside alors dans la durée. Si le silence se transforme en opacité durable, la critique l'emporte. S'il prépare des annonces cohérentes et vérifiables, il aura rempli sa fonction. Elle rappelle surtout que le temps est une ressource ambivalente, protectrice au début, exigeante ensuite. La réflexion n'est pas de parler vite ou tard, mais de parler juste au moment où les mots cessent d'être des hypothèses pour devenir des engagements soutenables. Ce qui change la lecture n'est pas une décision nouvelle, mais la prise de conscience que l'absence de conclusion immédiate est devenue en soi un facteur structurant. À ce stade, l'attention ne se porte plus seulement sur ce qui pourrait arriver, mais sur ce qui n'est pas encore arrivé, malgré les attentes répétées. Cette inversion est discrète, mais décisive. Ici, le moment charnière se manifeste autrement. Il se lit dans la fatigue des projections hâtives, dans l'essoufflement des récits alarmistes qui, faute d'éléments nouveaux, commencent à se répéter. Le silence cesse alors d'être interprété comme une lacune et devient un espace contraignant pour ceux qui veulent imposer une fin prématurée. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement perçu comme un symbole transitoire. Il devient un test de durée, non pas parce qu'il aurait prouvé une capacité exceptionnelle, mais parce que le temps lui a accordé quelque chose de rare, la possibilité de ne pas être immédiatement enfermé dans un définitif. Cette possibilité, même fragile, modifie les calculs autour de lui. Ceux qui attendent une résolution rapide doivent désormais composer avec un rythme qu'ils ne contrôlent pas entièrement, et cette perte partielle de maîtrise narrative annonce les conséquences à venir plus que n'importe quelle déclaration officielle. L'absence de directives spectaculaires réduit la pression immédiate, mais elle oblige aussi à fonctionner sans exhaustive. Les administrations avancent par continuité plutôt que par rupture, ce qui limite les chocs brutaux tout en retardant les signaux clairs de réforme. Cette inertie relative n'est ni un échec ni un succès, elle maintient le système en état d'attente prolongé. Les décisions majeures sont différées, les engagements lourds mis en suspens. Ce comportement n'est pas spécifique à la personne d'Ibrahim Traoré, mais à la temporalité qu'il incarne. Les opérateurs cherchent des repères stables, non des discours. En leur absence, ils privilégient la conservation plutôt que l'expansion. À court terme, cela évite des sorties précipitées. À moyen terme, cela rend la clarification indispensable si l'on veut relancer l'initiative. Les attentes ne sont pas montées brutalement, ce qui limite la déception immédiate. Beaucoup observent sans projeter, conscients que des promesses rapides ont souvent précédé
succéder des désillusions tout aussi rapides. Cette posture d'observation active traduit une mémoire collective des transitions passées. Elle offre un répit psychologique, mais elle ne peut durer indéfiniment sans signe tangible d'orientation. Les réactions restent prudentes, codifiées, parfois répétitives. Faute d'éléments nouveaux, les analyses tournent en boucle, révélant une difficulté à qualifier un moment qui échappe aux cadres habituels. Cette hésitation verbale n'est pas anodine. Elle signale que les leviers classiques ne sont pas encore activés ou qu'ils sont volontairement maintenus en réserve. En tenant plus longtemps que prévu sans basculer vers un attendu, Ibrahim Traoré modifie l'équilibre des anticipations. Chaque groupe doit composer avec un futur moins lisible, mais aussi moins brutalement imposé. Cette situation n'offre aucune garantie, elle repousse simplement le moment où les comptes devront être faits et où l'incertitude devra se transformer en choix assumés. Des priorités sont annoncées sans rupture, des repères administratifs apparaissent et le langage devient plus précis sans se précipiter vers des engagements irréversibles. Cette option stabilise l'attente mais laisse subsister une pression latente. Chaque délai supplémentaire augmente la demande de preuves concrètes. Le bénéfice est une cohérence accrue, le risque une fatigue de l'observation. Les annonces arrivent par séquences alignées avec des capacités réelles, ce qui réduit le différence observé entre promesses et exécution. Les partenaires ajustent alors leur discours, passant de la prudence à l'interaction conditionnelle. Dans ce cas où la durée n'aura pas été une parenthèse, mais un investissement. La crédibilité se construit moins par l'ampleur des annonces que par leur tenue dans le temps et l'incertitude initiale se transforme en marge de manœuvre. Faute de jalons clairs, les interprétations concurrentes reprennent le dessus. Les pressions s'intensifient, non par confrontation directe, mais par conditionnalité et récit négatif. À l'intérieur, l'absence de cap lisible nourrit la dispersion. À l'extérieur, l'imprévisibilité devient un coût. Ce ne suppose pas une erreur unique, mais l'accumulation de retards non expliqués jusqu'à ce que le temps cesse d'être protecteur. Ni trop tôt pour éviter les pièges, ni trop tard pour ne pas perdre l'initiative. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré est testée, non sur l'intention mais sur la calibration. Sans assigner de probabilité, cet exercice rappelle une règle constante. Le futur n'est pas fixé par le silence ou le bruit, mais par la capacité à choisir quand chacun devient nécessaire. Elle rejoint l'expérience de ceux qui regardent ces séquences avec un capital de souvenirs déjà chargé. Ils reconnaissent les signes d'emballement narratif, les jugements prématurés, et savent de combien ces mécanismes ont souvent précédé des conclusions brutales. Leur réaction n'est pas l'enthousiasme, mais la lecture attentive des indices faibles, précisément parce qu'ils ont appris le coût des erreurs d'interprétation. Habitués à des cycles rapides, ils cherchent des repères clairs pour décider, soutenir ou critiquer. L'absence de signaux forts crée un malaise. Faut-il attendre ou se positionner? Cette tension est familière à ceux qui ont déjà traversé des périodes où le manque de clarté semblait plus inquiétant que de mauvaises nouvelles explicites. Ici, l'effort demandé n'est pas l'adhésion, mais la patience analytique. Revenir sur les transitions passées, identifier ce qui a été précipité, ce qui aurait gagné à être différé, et reconnaître que la vitesse n'a pas toujours servi la stabilité. Pour ces spectateurs, le moment actuel agit comme un rappel. Comprendre avant de juger est une discipline, pas une posture passive. Dans ces trois cas, le lien avec chacun repose sur une même exigence. Ne pas réduire l'événement à un verdict immédiat, mais accepter qu'un temps d'observation fasse partie intégrante de la compréhension. Cela ne signifie ni indulgence ni naïveté, cela implique simplement de reconnaître que certaines séquences ne livrent leur sens qu'à ceux qui savent attendre sans se désengager. Ce pont vers l'expérience personnelle transforme l'analyse en miroir. Il invite chacun à interroger ses réflexes. Cherche-t-on une conclusion rapide pour se rassurer ou est-on prêt à soutenir un effort de lecture plus long, plus exigeant, mais souvent plus juste? Une crédible n'exige pas une accumulation d'annonces, mais une séquence ordonnée, compréhensible par ceux qui doivent l'évaluer. Qui décide quoi, dans quel périmètre et selon quels critères
public. Cette mise au point réduit les interprétations concurrentes sans forcer des engagements prématurés, non pas pour produire des chiffres spectaculaires, mais pour fixer des repères de suivi. Chaque objectif doit être associé à un responsable identifiable et à un horizon temporel réaliste. Cette discipline protège contre la dispersion et rend l'évaluation possible sans dépendre de récits extérieurs. Parler moins souvent, mais à date connue, permet de déplacer l'attention du commentaire continu vers l'observation structurée. Pour Ibrahim Traoré, cette régularité serait un moyen de conserver la maîtrise du tempo tout en répondant à la demande croissante de lisibilité. Aucun plan ne résiste intact au temps. Prévoir dès le départ comment un ajustement sera annoncé et mesuré évite que chaque inflexion soit interprétée comme un recul. La correction devient alors un signe de pilotage, non de faiblesse. Plutôt que de subir des grilles imposées, expliciter les éléments de suivi retenus permet de cadrer le débat. Les partenaires peuvent alors discuter des résultats sur une base partagée. Même en cas de désaccord, elle propose une méthode pour passer d'un temps protecteur à un temps productif. En structurant l'attente, elle transforme la durée en ressource gouvernable. C'est à cette condition que le moment actuel pourra évoluer sans se dissoudre dans l'impatience ou la pression cumulative. Le fil qui relie ce moment à ses premiers témoins revient maintenant au premier plan. On se souvient des auditeurs silencieux, des échanges feutrés, de ces voix prudentes qui, dès le départ, avaient noté moins ce qui était dit que la manière dont le temps était utilisé. Ce motif n'était pas anecdotique, il annonçait une lecture fondée sur la mémoire plutôt que sur l'instant. Aujourd'hui, ce même regard sert de boussole, car ce qui se joue n'est pas l'évaluation d'un homme isolé, mais la capacité d'un environnement à soutenir une durée sans se fragmenter. Ibrahim Traoré n'est ni sanctuarisé ni condamné dans cette lecture, il est replacé dans une séquence plus large où l'endurance collective compte autant que la décision individuelle. Les voix prudentes de départ rappellent que l'histoire s'est souvent perdue, non par manque de courage, mais par excès de vitesse. Le rappel est simple et exigeant. Un moment ne devient significatif que s'il est accompagné par des attentes mesurées, par une vigilance active, par une parole qui sait quand intervenir et quand se taire. Le motif des premières écoutes revient comme un écho. Observer n'est pas fuir, attendre n'est pas renoncer. Elle est dense, presque austère. La durée révèle ce que le bruit dissimule. Si ce chapitre se prolonge, ce ne sera pas par miracle, mais parce que suffisamment d'acteurs auront accepté de tenir la ligne sans l'applaudir ni la saboter. C'est dans cette tenue collective que se joue la suite, bien plus que dans un événement isolé. Les moments de ce type ne demandent pas d'adhésion immédiate, encore moins de ferveur. Il demande une présence attentive. Ce qui s'est joué autour d'Ibrahim Traoré n'est pas clos et c'est précisément cette incomplétude qui rend l'observation nécessaire plutôt que le jugement hâtif. Pour les communautés qui suivent ces séquences de loin comme de près, l'enjeu dépasse le commentaire. Il s'agit de savoir comment on accompagne un temps incertain sans le vider de sens, par la discussion raisonnée, par le rappel des précédents, par la transmission d'expériences plutôt que de slogans. La durée ne se soutient pas seule, elle est portée par des regards capables de nuances. Ce travail n'est ni spectaculaire ni viral, il repose sur des échanges patients, sur des questions bien posées, sur la capacité à reconnaître ce que l'on ne sait pas encore. C'est là que l'espace collectif prend toute sa valeur, non pour conclure à la place de l'histoire, mais pour empêcher qu'elle soit conclue trop vite par d'autres. L'enjeu porte sur la capacité collective à maintenir une vigilance active sans précipiter de conclusion. La réponse à cette réflexion, plus que tout commentaire immédiat, pèsera sur la manière dont ce chapitre sera retenu ou oublié.